Hello, comment ça va? Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage antique très célèbre que vous connaissez forcément. Enfin, dont vous avez forcément déjà entendu parler. Il est notamment célèbre pour sa momie qui a été retrouvée en 1881. Nous allons parler d'un roi. Un roi très puissant, très connu. Il s'agit du pharaon Ramsès II, roi d'Égypte. Alors, tout de suite, pharaon et roi, ça veut dire la même chose. Un pharaon, c'est un roi d'Égypte. Voilà. Comme on est dans des périodes très anciennes, on ne connaît pas les dates précises de Ramsès II, mais on sait qu'il a vécu au XIIIe siècle avant Jésus-Christ et qu'il a vécu plus de 80 ans, d'après l'étude de sa momie, ce qui est quand même énorme pour l'époque. S'il est si célèbre aujourd'hui, c'est parce que son règne représente l'apogée de la dynastie des Ramessides et qu'il a un petit peu le dernier point culminant de l'Égypte pharaonique. C'est une période qui va être très fastueuse économiquement, politiquement, artistiquement. Ramsès II est sûrement le pharaon le plus connu aujourd'hui, mais ce n'est pas le seul à avoir eu un grand règne. Le dernier pharaon à avoir eu un règne très brillant avant lui, c'était Amenhotep III. C'était un roi qui avait un règne si prospère qu'il avait même développé sa politique étrangère. Et à l'époque, avoir des relations internationales, c'est quand même un signe que tout se passe bien sur ton pays. Malheureusement, après ce fameux Amenhotep III, l'Égypte s'est un petit peu repliée sur elle-même jusqu'à ce que les Ramessides, donc la fameuse dynastie de Ramsès II, arrivent au pouvoir pour faire à nouveau rayonner l'Égypte. On va donc se demander aujourd'hui comment est-ce que Ramsès II s'impose comme un chef politique, un chef militaire, un chef religieux dans ce pays. Tout d'abord, pour comprendre l'histoire de Ramsès II, il faut comprendre un petit peu d'où il vient. Pour commencer, l'Égypte pharaonique, donc, est une monarchie qui a été gouvernée par beaucoup de dynasties de pharaons différentes. Quand je vous ai parlé d'Amenhotep III tout à l'heure, il s'agit de la 18e dynastie. Juste après Amenhotep III, on a son fils Akhenaton qui va vraiment replier l'Égypte sur elle-même comme je vous l'ai dit. Ensuite on a Toutankhamon, le fameux Toutankhamon qu'on connaît bien aujourd'hui parce que sa tombe est l'une des rares à ne pas avoir été pillée, donc on le connaît bien. Pourtant, c'est pas un roi qui a fait grand chose parce qu'en fait il est mort très très jeune, sans héritier. Et donc après Toutankhamon, il va y avoir des problèmes de succession. Et c'est comme ça que ce sont des généraux qui vont se retrouver au pouvoir de l'Égypte. Après Toutankhamon, c'est le général Haï. Oui, c'est le général Horemheb qui succède à Haï. Et ensuite, le général Horemheb va confier le pouvoir à un autre général, Paramessou. C'est ainsi que Paramessou se fait couronner et il prend le nom de Ramsès Ier. Ramsès Ier, il va mourir rapidement, il aura eu un tout petit règne parce qu'il était très âgé. En fait, il va surtout préparer le terrain pour son fils et son petit-fils pour vraiment légitimer cette nouvelle dynastie qui commence, puisqu'on commence la 19e dynastie sous les Ramessides. Il faut savoir que déjà, son petit-fils, le futur Ramsès II, a l'air très doué. Après Ramsès Ier, c'est donc Séti Ier qui gouverne, son fils. Séti Ier, comme vous l'imaginez, il n'a pas du tout grandi dans l'idée de devenir roi. Il était censé devenir un général comme son père, voilà, quelqu'un de très brillant, mais absolument pas se retrouver au rang royal. Pourtant, il va prendre sa tâche très au sérieux, très à cœur, il va vraiment s'impliquer. Son règne va être plutôt prospère et à nouveau, il va préparer le terrain pour son fils. À ses côtés, il est aidé par sa mère, donc la femme de Ramsès Ier, c'est la reine Tia. On la trouve souvent désignée comme la reine royale, ce qui signifie que son fils a été couronné et donc a priori qu'elle a survécu à son mari. Enfin, qu'elle a survécu à son mari, vous comprenez, c'est-à-dire qu'elle a vécu plus longtemps que lui. Hein. On dirait vraiment, la façon dont on s'est tourné, on dirait que c'est lui qui a essayé de la... Alors, il faut savoir que les reines en Égypte ont un rôle assez important, surtout depuis la 18e dynastie, où en plus d'être épouses royales, elles sont épouses divines. C'est comme ça, c'est dans le package. C'est-à-dire qu'elles ont une place toute particulière dans le cœur du dieu Amon. Enfin, dans son cœur, c'est moi qui parle comme ça, mais disons qu'elles ont vraiment un rôle très particulier auprès du dieu Amon, qui est un petit peu le dieu suprême à cette période de l'Égypte antique. Et elles se doivent de satisfaire ce dieu parce qu'elles sont vraiment son épouse, quoi. La femme de Séti Ier, mère de Ramsès II, c'est Touhi. Touhi, elle est issue d'une famille d'officiers, de militaires, donc assez logique qu'elle ait épousé Séti, puisque le mariage a eu lieu bien avant que Ramsès Ier ne soit désigné pour être roi. Donc le couple royal se retrouve propulsé à ce rang-là, mais elle aussi, elle va
accepter son rôle de reine, le prendre très à cœur et légitimer à nouveau cette dynastie. Ramsès Ier va être le seul fils de l'union de Séti et Touhi. Pour la petite anecdote, si ça vous intéresse, il avait une grande sœur qui s'appelait Tia, comme sa grand-mère, et qui s'est mariée avec un Tia. Donc apparemment, c'était un nom mixte. Voilà. Maintenant qu'on a vu d'où venait Ramsès II, parlons un petit peu de lui, de son règne. Lorsque Séti Ier meurt, on entre dans une période de deuil où Ramsès II se laisse pousser les cheveux et la barbe comme le voulait la coutume. Je sais pas pendant combien de temps, je sais pas si c'était que lui qui le faisait ou tout le monde, mais écoutez, apparemment c'était la tradition. Une fois cette période de deuil passée, il se fait couronner. Il a alors 25 ans et il choisit ses 5 noms de titulature royale. C'est-à-dire que les rois égyptiens ont plusieurs noms lorsqu'ils se font couronner qui ont une signification très importante et qui les lient vraiment à leur rôle de roi, qui les lient à leur peuple et qui les lient à leur dieu, beaucoup. Parce qu'en fait, il y a un lien très très important entre le roi et les dieux. Dans la conception égyptienne, on considère que le roi a été choisi par les dieux pour être le garant de l'équilibre entre le bien et le mal. Et ça paraît pas grand chose comme ça, mais c'est un rôle quand même important, imposant, puisqu'en fait les Égyptiens sont très très croyants. Contrat Tacite lie le pharaon à son peuple. Le roi lui assure protection et subsistance. Le peuple doit au souverain obéissance, hommage et travail. C'est-à-dire que le peuple travaille parce qu'il a la conviction d'être protégé par son roi. Et cette protection, comment elle se met en place? Eh bien en fait, le roi a le devoir de pratiquer un culte journalier aux dieux les plus importants, c'est-à-dire qu'il fait des prières et des offrandes pour satisfaire les dieux. Et si les dieux sont satisfaits, alors ils vont permettre de bonnes récoltes, ils vont permettre la crue du Nil, ils vont permettre la paix. En fait, il y a une saison où le Nil fait sa crue, il déborde complètement de son lit, puis s'y remet en laissant sur les berges un engrais très fertile qui va permettre des récoltes fructueuses. Mais en fait, le Nil, c'est vraiment ce qui va nourrir les Égyptiens. C'est grâce à la crue que les Égyptiens vraiment vivent. Et donc, la crue du Nil, c'est extrêmement important en Égypte, et le roi va être le garant de cette crue. Le roi se doit d'appeler la crue si jamais elle n'arrive pas. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte le poids qui pèse sur les épaules de ce monsieur. Donc Ramsès a tout à fait effectué ses cultes journaliers indispensables. A priori, ça s'est bien passé puisqu'il y a eu un règne prospère à ce niveau-là. Mais Ramsès a également montré sa piété à travers des cérémonies rituelles, comme par exemple la fête Sed. La fête Sed, c'est une tradition très ancienne pharaonique qui permet de renouveler le pouvoir royal. Ça se passe tous les 30 ans de règne. Bon, Ramsès, il a un tempérament un peu particulier, ce qui fait qu'il l'a fait au bout de 30 ans, et après il a quand même rapproché les cérémonies, histoire d'être sûr qu'il avait toujours du pouvoir en lui. Ramsès tient vraiment à perpétuer les traditions pharaoniques qui datent de milliers d'années avant. Il va aussi perpétuer les traditions de sa famille, qui datent donc de plusieurs dizaines d'années, sous son père et son grand-père. Parmi les traditions des Ramessides, on a le fait que le roi est très impliqué dans la vie religieuse de son pays. Ils vont construire et rénover des temples. Ils vont aussi beaucoup développer l'économie des temples, c'est-à-dire qu'ils vont insister sur l'importance des pèlerinages pour que les gens se rendent dans les villes saintes. Et ça profite beaucoup aux prêtres. C'est la raison pour laquelle être prêtre, voire grand prêtre, ce sont des fonctions très très importantes. Les grands prêtres sont vraiment des gens très influents, très riches. Et Ramsès, il l'a bien compris, il est pas bête. Et donc pour éviter que ça se retourne contre lui, il nomme dans les plus hauts clergés, aux fonctions les plus hautes, des membres de sa famille ou de sa belle famille. D'ailleurs, les dieux les plus importants à la période des Ramessides, c'est le dieu Amon, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est voilà, le dieu du pouvoir, le dieu qui protège la dynastie. Enfin, c'est un peu... Oui, c'est le dieu principal en Égypte à cette période. Il y a aussi le dieu Ré, ou Ra, qui est le dieu du soleil. Et puis il y a le dieu Ptah, qui est le dieu artisan avec une certaine force créatrice. Ramsès suit toutes les traditions. Mais comme je vous ai dit, il a son petit caractère et donc il va aussi innover certaines choses et décider de certaines particularités. Déjà, il paraîtrait qu'il était associé au dieu Seth.
Set, c'est le dieu du désert. Et ce lien se fait peut-être parce que Ramsès était roux. Je sais, c'est surprenant. Mais en fait, après autopsie de sa momie, il était roux. Et comme ses cheveux roux sont de la même couleur que le désert, peut-être que le lien avec Seth vient d'ici. Mais là où il est vraiment particulier, Ramsès, c'est que il a beaucoup d'audace. Vous allez voir, il a la grosse tête aussi. Il va avoir le culot de se faire diviniser de son vivant. Faut savoir que c'est courant de diviniser les pharaons morts, c'est-à-dire que voilà, rendre un culte, prier un pharaon défunt, lui apporter des offrandes, c'est très très courant. Mais Ramsès, lui, il va se faire diviniser de son vivant. Et encore plus, il va faire diviniser ses colosses. Donc les colosses, je pense que vous voyez, c'est les énormes statues qui représentent un pharaon qui mesure plusieurs mètres de haut. Ramsès n'a pas échappé à cette règle, il s'est fait représenter parce que, comme je vous dis, il a un peu la grosse tête, en énorme. Et en plus, il a fait diviniser ces statues. C'est des statues, on rappelle. À part ça, son règne est très prospère. C'est une période où même socialement, ça avait l'air de bien se passer, puisqu'on a observé que certains artisans royaux avaient des conditions de travail plutôt sympas, puisque vraiment, à cette période, ils ont vu leur temps de travail baisser et leur salaire augmenter. C'est aussi une période qui a vu se développer une littérature assez prolifique, voilà, où ils se sont vraiment tournés vers les textes assez anciens, des textes mythologiques, des textes poétiques. Et puis c'est une période aussi où la médecine s'est pas mal développée. Donc finalement, c'était prospère sur pas mal de points. Vous vous en doutez, plusieurs qualités sont nécessaires pour être un bon roi. Et il se trouve que Ramsès II remplit plutôt bien les critères. Déjà, c'est un chef militaire. C'est absolument indispensable d'avoir un roi qui sache défendre son pays et potentiellement l'agrandir. Et c'est ce que va faire Ramsès, il va entamer plusieurs campagnes militaires. La première, en l'an 2 de son règne, contre les peuples de la mer. C'est un combat donc naval, et les peuples de la mer, en fait, c'est des pirates. Puis en l'an 4 de son règne, il va partir en Syrie, parce que là-bas, il y avait déjà des possessions égyptiennes, mais donc il vient un petit peu confirmer ses positions. Au passage, le roi Benteshina, qui était sous la souveraineté hittite, passe sous la souveraineté égyptienne. Il faut savoir que les Hittites, c'est un peuple qui était dans l'actuelle Turquie, en gros. Un peuple quand même très puissant. Donc, déjà, les Hittites sont pas super contents qu'on leur ait pris un vassal. Mais en plus de ça, en l'an 5, le fameux roi Benteshina, il décide de refuser la souveraineté égyptienne. Commence alors une guerre entre les Égyptiens et les Hittites. Et cette guerre va se terminer par la bataille de Kadesh. C'est une bataille très importante dans le règne de Ramsès II. En fait, dans cette bataille, il va y avoir ni victoire ni défaite, puisque un armistice va être signé. Ramsès II, pourtant, rentre chez lui et se crée sa propre légende. Comme je vous ai dit, vraiment, il n'a peur de rien. Il décide de raconter à tout le monde qu'il s'est retrouvé seul face aux Hittites, sur son char, et que grâce à son arc, il a réussi à les avoir. C'est donc un acte de bravoure incroyable, d'héroïsme, qui va être très représenté, très raconté, alors que c'est complètement faux. Malgré cet armistice, entre les Hittites et les Égyptiens, il va rester une rivalité pendant une quinzaine d'années. Jusqu'à ce qu'en l'an 21, on décide d'un traité de paix, histoire de mettre fin à ces histoires et de vraiment partir sur des bonnes bases. Donc, un traité de paix est signé entre les deux rois. C'est un des premiers traités de ce genre. Et à partir de là, on va avoir des relations qui sont même amicales entre les deux rois. C'est-à-dire que vraiment, on a retrouvé de la correspondance et tout. Ils sont poteaux. Genre, dites-vous, les deux reines étaient copines et tout. Il va y avoir des mariages diplomatiques même entre leurs familles. Enfin, ça a changé du tout au tout. Mais en plus d'être un roi guerrier, Ramsès II, c'est aussi un roi constructeur. Il fait des chantiers, comme beaucoup de rois. Mais lui, il voit les choses vraiment en grand. Déjà, pour commencer, je vous disais, il a la grosse tête. Qu'est-ce qu'il va se dire? En premier, il va se dire, on va changer de lieu la capitale. On va la changer, on va créer une nouvelle capitale à partir de rien, comme ça. Et comment on va l'appeler? Pi-Ramsès. Il a fait construire beaucoup de temples, mais l'un des plus connus, il se trouve en Nubie,
et il s'appelle le temple d'Abou Simbel. La Nubie était à l'époque égyptienne, c'est un territoire qui est au sud de l'Égypte. Ce temple il est très connu, peut-être qu'il vous dit quelque chose. Il a été creusé dans la montagne et ce qui est le plus stupéfiant c'est sa façade. Sur la façade on trouve 4 colosses de Ramsès II qui font 20 mètres de haut. Et entre ces colosses on trouve des représentations plus petites, féminines, debout, qui sont en fait des représentations de sa femme Néfertari. Ce grand temple est évidemment dédié à Ramsès II, ainsi qu'aux 3 divinités importantes dont je vous parlais, Ré, Amon, Ptah. Et c'est notamment à l'intérieur de ce bâtiment qu'on va retrouver des représentations de Ramsès, là, sur son char, avec son arc, à la bataille de Kadesh. Et puis, dernière chose qui fait de Ramsès II un bon roi, c'est un chef de famille. Et oui, il a fondé sa famille, il s'est créé sa descendance pour être sûr d'avoir un héritier. Pour ça, il a 2 épouses royales. La première, c'est Néfertari, c'est son épouse préférée. Oui, il en a une préférée, désolé pour les autres, les pauvres. Néfertari, elle a la chance d'avoir le titre de grande épouse royale, qu'elle était la seule à avoir de son vivant. Elle a eu 4 fils et 2 filles, et d'ailleurs je crois qu'elle était la préférée de Ramsès parce que c'était la première à lui avoir donné un fils. L'autre épouse royale, c'est Isis Néferet, qui a aussi donné beaucoup d'héritiers. Bon, Ramsès, il s'est pas arrêté là, il a eu d'autres épouses, dont des princesses hittites dont je vous parlais tout à l'heure, après le fameux traité de paix avec le roi hittite. Et ben, ce roi hittite a donné plusieurs de ses filles en mariage à Ramsès. Il a également eu des concubines, évidemment. Donc au total, on compte une 50aine de fils pour Ramsès II. On n'a pas le nombre précis de filles, mais on peut compter qu'il a eu une centaine d'enfants. Il plaçait ses fils les plus âgés à des postes à responsabilité. On a un de ses fils notamment qui était connu parce qu'il était grand prêtre de Ptah et il a restauré pas mal de vieilles inscriptions. Et donc pour ça, les chercheurs l'appellent le prince archéologue. Pour finir, Ramsès II meurt finalement à l'âge de 80 ans, après un règne prospère et abondant autant économiquement, politiquement, militairement, artistiquement. Il a été momifié, évidemment, comme le veut la tradition, et enterré dans la vallée des rois, ce qui se situe au sud de l'Égypte. Son successeur, ce sera son 13e fils, qui s'appelle Merenptah, qui avait déjà une 60aine d'années quand il est monté sur le trône, tellement son père était vieux. Malheureusement, après ça, l'Égypte et son roi n'auront plus jamais cette grandeur et ce rayonnement qu'avait eu l'Égypte sous Ramsès II, et ça va être en fait le début du déclin. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur Ramsès II. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce qu'il y a une exposition qui dure tout l'été à La Villette sur Ramsès II. J'y suis pas allée, mais si vous voulez aller faire un tour, vous m'en direz des nouvelles. Voilà, comme ça vous avez quelques petites notions si vous voulez y aller. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des trucs. On se retrouve très bientôt. Abonnez-vous d'ailleurs à cette chaîne YouTube, abonnez-vous à mon Insta, mon TikTok, tout ça. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve très bientôt.